Il a dit, je sais pas trop ce qu'il racontait, mon père est Bamileke ou mon père est quoi, je ne me souviens même plus. Il m'a créé une identité fictive. Donc on a épargné personne. Il est full professeur à New York. Ça ne nous a pas empêché de tirer sur lui à balles réelles, à boulet rouge, et de le remettre à sa place en lui disant que tu ne peux pas soutenir Maurice Kamto avec une idéologie comme celle-là. Donc aujourd'hui, quand vous nous dites tu n'as pas parlé de Patrice Ganon, c'est faux. C'est faux, évidemment, c'est archi faux. Pour ce qui est du concours pour être boulot, mon cher Marcos, tu es juste volontairement débile. Nous avons déjà expliqué cela 1000 fois. Imagine comme ton énergumène d'ami qui est là, sur place, il est au Canada. Imagine que les Canadiens lui disent on ne veut pas de noirs ici. Et que lui, il demande aux Canadiens je fais alors comment? J'aimerais être blanc comme vous. Est-ce qu'il faut un concours pour être blanc? Est-ce que toi, mon cher Marcus, tu es capable de dire que lui, il est donc raciste? Ce sont les blancs qui le rejettent et c'est lui qui dit, bon, comme vous me rejetez, je fais donc comment? Est-ce qu'il faut un concours pour être blanc? Donc c'est lui le tribaliste et non les blancs. C'est ça dont la débilité qui vous anime. Vous avez le même élément de langage à chaque fois, dont le concours pour être boulot. Je te rappelle qu'en 2009, Amadou Ali a dit qu'Mbamileke ne sera jamais président. Et quand j'étais au Cameroun pendant la campagne, on n'a pas arrêté de me bassiner les oreilles avec ça. Je ne suis pas sûr que tu as mené campagne au Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'on t'a vu te confronter au régime. Je ne suis pas sûr qu'on t'a vu défendre une quelconque cause que ce soit. C'est donc pour ça que Maurice Kamto va au Conseil constitutionnel et pose la question, mais vous dites qu'Mbamileke n'a pas voix au chapitre, je fais donc comment? Est-ce que je dois être bolo? Moi, je n'y peux rien. Si je suis né Bamileke, je n'y peux rien. C'est par le hasard des choses. Est-ce qu'il faut donc un concours pour être bolo? Tout simplement. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Et chaque fois, vous revenez avec le même stupide élément de langage pour discréditer quelque chose qui est clair, même pour le dernier des imbéciles. C'est donc pour ça, pour mettre fin à toutes ces pitreries, que je fais aujourd'hui cette grande conférence sur le tribalisme. Rassurez-vous, on commence à peine. Je vous ai dit qu'on en a pour toute la nuit. Vous allez voir d'où toute cette histoire a commencé. Vous allez voir comment des gens qui sont censés réfléchir sont instrumentalisés pour défendre quelque chose qui est pourtant clair. C'est toi qui insultes quelqu'un qui dit on ne te veut pas. Et la personne te dit par amour que ouais, je fais alors comment pour être comme toi. Mais bizarrement, c'est encore toi qui dis que la personne est tribaliste. Est-ce que ça a un sens? Comment ça entre dans vos esprits même finalement? Voilà le Canadien qui fait du repli identitaire, qui dit on va vous chasser, vous allez rentrer chez vous, on va vous couper l'œsophage. Imagine que le premier ministre démissionnaire, le ministre Justin Trudeau, au Canada, lui dit maintenant que les Noirs au Canada, c'est fini. Et que lui, il dit maintenant que bon, pourquoi vous chassez les Noirs? Moi, je suis né noir, je n'y peux rien. J'aimerais bien être blanc, mais je sais alors que je vais faire comment? Est-ce qu'il faut un concours pour être blanc? Donc toi, tu vas te lever et tu vas carrément aller dire que c'est lui qui est raciste, alors qu'il ne fait que répondre à une stigmatisation dont il est victime. Vous avez des enfants chez vous, les gars. Vous les éduquez comment? C'est-à-dire comment tu as des enfants chez toi et tu arrives à leur dire que celui qui s'indigne, celui qu'on a rejeté et qui aimerait bien être comme ceux qui l'ont rejeté, c'est lui le tribalisme. C'est quoi ça? Donc prends ton stylo, prends ton cahier, prends ton enfant qui est avec toi et écoute très bien les leçons que nous allons partager ensemble ce soir. Crois-moi, tu sortiras de là grandi. Parce qu'on ne peut pas vous répéter la même chose tout le temps, vous revenez toujours. Il a dit concours pour être boulot. Est-ce que le tribalisme a commencé en 2018? Est-ce que quand Amadou Ali disait à Wikileaks, à l'ambassadrice américaine, c'était à Yaoundé, c'était pas loin. Ils étaient en pleine Yaoundé, l'ambassade des États-Unis au Cameroun est située non loin du palais des Toudi. Et elle officie entre 2007 et 2010, Janet E. Garvey, ambassadrice américaine. Et Amadou Ali, vice-premier ministre à l'époque carrément, lui explique que nous, là, nous du Nord, on va jamais s'allier avec un pouvoir Bamileke. C'est pour ça que Maurice Kamto vous pose la question. Comme tu es inculte, tu ne sais pas, justement, ses antécédents-là. C'est là qu'il pose la question que, mais, depuis des années, vous ne faites que nous dire qu'un Bamileke ne sera jamais président. Est-ce qu'il faut faire un concours pour être bolo? Qu'est-ce que tu ne... J'espère que maintenant que c'est clair. C'est clair une bonne fois pour toutes, tu as enregistré et que tu ne vas plus propager la bêtise là de panel en panel. Parce que c'est ce que vous faites souvent. On vous éclaircit quelque chose ici, on vous le dit de manière incontestable, on vous rappelle des faits historiques. Comme vous êtes très fort dans la sorcellerie, vous reprenez le même discours, la même question. Vous allez sur une autre plateforme et vous allez poser la même question, le concours pour être bolo. C'est-à-dire vos éléments de langage, on a beau les détruire, les habitudes, on la peau dure, vous les reconduisez comme si chaque journée, comme un jour sans fin en fait, comme si chaque journée recommençait à zéro. C'est donc ça le tribalisme d'État auquel je voulais faire allusion. Tu nous permets donc d'amorcer notre entrée en matière. Le tribalisme d'État, c'est donc ça là, parce que ça concerne le pouvoir, ou plus exactement la mangeoire justement. Et la mangeoire que vous, les billettistes, n'avez pas envie de perdre.
Comme vous n'avez pas envie de perdre la mangeoire, vous utilisez tous les moyens sont bons en fait pour vous maintenir au pouvoir. Vous pouvez donc être les tribalistes, vous allez trouver le moyen de dire que ce sont les autres qui sont tribalistes. Or, on voit bien que c'est vous qui êtes tribaliste. C'est ça le tribalisme d'État. C'est le vrai tribalisme du Cameroun, celui qui pose problème. C'est-à-dire le fait d'avoir pour programme politique le racisme local, le mépris, c'est-à-dire le mépris identitaire, le repli identitaire, la crispation ethnique érigée en projet de société, en projet de gouvernance. Voilà la campagne qui approche. Paul Biya ne vous encore rien dit. Il n'a pas de projet de société, il n'a rien. Il ne compte que sur le tribalisme. Est-ce que dans un pays normal, les événements de Meyo peuvent se passer et le président ne fait pas une sortie? Vous pouvez insulter Emmanuel Macron comme vous voulez. Déjà, moi-même, je ne l'aime pas du tout. Mais Emmanuel Macron, c'est un président qui, s'il y a une chenille qui a été assassinée quelque part en Corse, c'est-à-dire ce qui n'est même pas du territoire continental français, c'est une île au large de la Méditerranée. Il va annuler ses rendez-vous, il va aller là-bas. Parce que c'est une affaire c'est un drame qui s'est passé. C'est en Allemagne avant-hier, dans le monument de l'Holocauste à Berlin, il y a eu une attaque contre un homme qui a justement entraîné l'intervention de toute la classe politique allemande. C'est-à-dire les partis d'opposition ont parlé, Alice Weidel de l'AfD a parlé, Friedrich Merz du CDU a parlé, Sarah Wagenknecht du BSV a parlé, et Olaf Scholz, le chancelier sortant, a parlé. Au Cameroun, quand il y a un drame, c'est Maurice Kamto qui parle. De temps en temps, s'il y a Cabral Libi ou je sais pas, de temps en temps qui se... Ah tiens, bon, faut quand même que je parle de temps en temps. Il parle, mais la plupart du temps, Maurice Kamto va parler de tout. Les autres vont parler après qu'on les ait poussés. Littéralement, ils oublient, ils prient même que la semaine passe vite. Parce que l'événement qui vient de se produire détruit leur thèse selon laquelle c'est le MRC qui est un parti violent. Donc il faut que la semaine passe vite et qu'il passe, et qu'il y ait un autre commentaire sur Facebook qui leur permet de dire que c'est le MRC qui est violent. Paul Biya, alors, lui, il est aux abonnés absents parce qu'il n'a pas de projet de société. N'ayant pas de projet de société, le but maintenant, la carte maîtresse, le joker, c'est le tribalisme utilisé contre les Bamileke parce que celui qui tient actuellement la plus grande probabilité de renverser Paul Biya est un Bamileke, Maurice Kamto. Sauf que Maurice Kamto n'avait pas prévu d'utiliser le fait qu'il soit Bamileke comme programme de campagne. Ce sont ceux qui n'ont pas de programme de campagne qui le renvoient chaque fois à son ethnie. Les Bams, un Bamileke ne sera jamais président, un Bamileke. Et il est donc important de toujours remonter à la source de toute cette bêtise. Il n'y a pas de génération spontanée, tout a toujours une cause, tout a toujours une raison, tout découle toujours d'un motif, d'un point initial. Ça vous permet de comprendre pourquoi même c'est comme ça, pourquoi c'est contre les Bamileke, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, qu'est-ce que les Bamileke ont fait à qui, comment, qui, que quoi, pour qu'on en arrive là? Pourquoi ce sont les Bamileke? Dont le premier élément, la première question, le premier élément de réponse, 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 le premier élément de réponse que le premier élément de réponse, le premier élément de réponse. Oula, on a eu un souci réseau, hein. Enfin, un souci réseau. S'il vous plaît, sécurisez la conférence. Vos amis tribalistes n'aiment pas ce type de sujet. Je me souviens, il y a quelques mois, quand j'ai aussi ouvert un sujet sur le tribalisme, j'ai été confronté aux mêmes aléas. Donc, partagez l'émission, s'il vous plaît, et sécurisez-la au maximum. C'est des sujets qu'ils n'aiment pas. Ils savent que ici ça ne va pas plaisanter, ils savent que ici c'est pas le Japap, c'est pas le Congo, ils savent que ici c'est du solide. Et donc, évidemment, ils vont, voilà, les cabinets noirs. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train d'essayer de partager, justement, la connaissance historique pour que les événements qui mettent à mal notre pays ne se reproduisent pas. Les biaïstes qui aiment bien que les choses restent en l'état et que les Camerounais continuent d'être, exécutés. Il y a Meyo et partout dans le socle granitique de Paul Biya, ils ont pour projet d'empêcher justement que ce type de conférences se tiennent. Si j'ai 2-3 modérateurs en ligne et que vous avez un illuminé en commentaire, n'hésitez pas à le bloquer, s'il vous plaît, parce que ce sont ces gens-là qui empêchent justement la conférence de se tenir dans les meilleures conditions. Donc, continuez de partager l'émission, s'il vous plaît. Ils essayent de casser la dynamique. Nous n'allons pas nous arrêter, évidemment. Continuez de partager, de sécuriser. Nous étions approximativement 350 personnes déjà.
Et voilà, là nous sommes passés à 315 parce que ça a été coupé. Ce n'est pas grave, ceux qui sont partis vont revenir. Ce n'est pas un souci à ce niveau, mais en tout cas continuez de la diffuser, continuez de la partager et gardez à l'esprit que ce n'est pas un jeu. Ça ressemble à un simple live sur TikTok, mais ce n'est pas un jeu du tout. Nous sommes en pleine construction nationale. Nous sommes en plein décortiquage des fondamentaux de notre République et des ingrédients qui ont conduit la situation à la saleté que vous aviez à Meyo, que vous aviez à Sangmelima, que vous aviez à Ibolova, que vous aviez à Konolinga et que vous aviez partout là où les gens se disent que comme c'est le socle granitique de Paul Biya ici, on peut détruire. Donc voilà. Bref, le ratio 338. En tout cas, ACB, merci. Si tu es là, bon, je pense que tu as la modération également. Si tu peux... Donc, merci Gaël. Bref, merci pour ceux qui soutiennent, ceux qui sécurisent le live d'une manière ou d'une autre. C'est très important. De toute manière, peu importe le nombre de fois ça se coupera, nous continuerons parce que il y va de l'avenir de notre pays. Nous étions donc en train de décrire le tribalisme d'État. Parfois, même quand tu écris sur Facebook où est Paul Biya, qu'est-ce qu'on te répond? On te dit Bamileke ne sera jamais président. Or, le fait qu'Bamileke ne soit pas président n'a rien à voir avec le fait de chercher Paul Biya. Paul Biya, c'est le président de la République. Le fait de se montrer n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Il a une obligation de rendre compte à la nation. Figurez-vous que même Kim Jong-un, le dictateur ultime, est présent. Il visite des chantiers, il visite des écoles, il visite... Enfin, il est présent, on le voit, vous avez 1000 milliards d'images de lui au quotidien. D'ailleurs, la télé... Vous avez 1000 milliards d'images de lui au quotidien. D'ailleurs, la télévision fait des interviews, c'est-à-dire, mais il est actif, il est présent. Paul Biya, lui, il est absent et il a tellement normalisé l'absence que les Camerounais se sont mis à croire que le fait qu'il soit absent est une bonne chose. C'est-à-dire, le fait qu'il soit absent, il n'y a aucune raison de lui demander des comptes. On a privé les Camerounais de leurs droits. Ils ont commencé à penser que revendiquer leurs droits, ils ont tort en fait de revendiquer leurs droits. Revendiquer leurs droits est une mauvaise chose et voilà, c'est plutôt ceux qui demandent qu'ils se montrent qui sont des idiots à réprimander. Donc on en est là. C'est ça c'est ça qui n'est donc pas à négliger, le tribalisme d'État. Et contrairement à ce que les gens pensent, le tribalisme d'État n'existe pas que dans les réseaux sociaux. Absolument pas. Le tribalisme d'État, il existe dans la réalité et vous l'avez vu à Meyo. Parce que d'autres pensent aussi qu'il faut relativiser en se disant que oui, mais ce sont des histoires de Facebook dans le quartier. Finalement, on s'engamme mieux ensemble. Je vous le répète, ça ne suffit pas de s'engamer mieux ensemble, pas du tout. Quelqu'un peut engamer mieux avec vous, mais détester votre ennemi, c'est comme si vous disiez que tous les blancs qui sortent avec des noirs sont des humanistes qui aiment le peuple noir. Ah, pas du tout. Il y a beaucoup de blancs qui sortent avec des noirs et qui sont foncièrement racistes. Certains le font par expérience, certains le font pour se moquer, pour mieux chosifier, certains le font, voilà, peut-être pour, enfin, je sais, mais juste comme ça, par pur plaisir. Au temps de l'esclavage, il y avait énormément de femmes enfin, de seigneurs blancs qui avaient 4, 5, 6, 10, 15 femmes parmi les esclaves. Parce que déjà, les Noirs, on leur empêchait même à un moment donné de faire des enfants. Ils n'avaient aucun droit. Et donc, ce sont les Blancs qui profitaient en fait des femmes qui étaient là. Et voilà, et évidemment, ils prenaient les meilleures, les plus jolies, les plus solides, les plus, voilà, les plus voluptueuses. Mais pourtant, ils continuaient de détester les Noirs. Les gens qui travaillaient pour Louis XIV en France étaient des racistes compulsifs. Or, pourtant, ils fonctionnaient selon le code noir de Louis XIV, où vous trouviez l'article 44 qui donnait aux Noirs la même valeur qu'à un simple meuble. Donc vous voyez que quelqu'un peut penser que vous avez la valeur d'un meuble, mais quand même faire des enfants avec vous. Donc les gens ne vont plus utiliser l'argument selon lequel j'ai des amis noirs, je suis pas raciste. De la même manière, je suis marié à un Bamileke, je ne suis pas tribaliste. Je suis marié à un Bolo, je ne suis pas tribaliste. Je suis marié à un Manguissa, je ne suis pas... Ah non, ça n'a rien à voir, ça ne suffit pas. Il faut après qu'il y ait l'engagement et la défense des causes communes. Félix Moumier était marié à Marthe Kemeyon. Elle n'était pas de son ennemi, elle était du socle granitique, lui il était Bamoun. Il l'a épousée enfin, ils se sont mariés dans les années 1950. Mais ils partageaient en même temps la même idéologie de combat contre le colonialisme. Félix Moumier ne s'est pas dit, j'ai une femme et quand dont je ne suis pas tribaliste. Non. Il a aussi considéré que la cause défendue par les Ekans est la même cause défendue par les Bamoun et que le combat est le même. Donc,
il y avait une convergence idéologique sans distinction d'ethnie, de tribu. C'est pour ça que lui, il n'était pas tribaliste. Ernest Wangé, c'est pareil. Sa femme, c'était Marthe Ising. Elle était aussi du socle granitique pendant que lui, il était Bamileke. Mais elle aussi, elle faisait partie de la section femme de l'UPC, l'UDFEC, Union démocratique des femmes du Cameroun. Et justement, elle partageait le même combat que lui parce qu'elle aussi, elle était d'avis que c'est la France qui écrase le Cameroun et que ce n'est pas un combat de Ekan, de Bami, c'est un combat de tous les Camerounais. Et par là, Ernest Wangé pouvait prouver que lui, il n'est pas tribaliste. Ça n'a rien à voir avec les amuseurs publics au propre comme au figuré, que vous avez aujourd'hui et qui vous explique que je suis marié à tel dont je ne suis pas tribaliste. Ah non, les tribalistes les plus purs, vous les trouvez chez des gens qui sont mariés à des personnes venant d'ethnies différentes. C'est-à-dire, à un moment donné, vous voyez quelqu'un avec sa femme, supposons que c'est un gars du socle granitique, vous le voyez avec sa femme, mais au moment où on va réprimer les manifestations du MRC, c'est le même qui va dire à sa femme, ah, vous les Bamileke là, arrêtez aussi de déranger, non, ah, vous laissez Paul Biya. En fait, sa femme est Bamileke, lui, il est Ntomo, il est, je sais pas, Eton, Ewondo, Mangissa, Bolo. Mais c'est lui qui dit à sa femme, lorsqu'on réprime une manifestation, alors que la Constitution autorise la manifestation, c'est lui qui va donc dire à son épouse que, ah, vous aussi vous les gens de, arrêtez un peu, vous les bamir, arrêtez. C'est ça le tribalisme. Non, le fait d'être, je sais pas, marié, ça ne veut rien dire. C'est quand on arrive au carrefour de l'histoire, dans les grands rendez-vous de la vie sociale, qu'on peut examiner si quelqu'un est effectivement un humaniste ou un tribaliste. Et les tribalistes utilisent souvent des femmes d'autres ethnies ou des hommes d'autres ethnies pour mieux se cacher. Vous n'avez jamais vu des homosexuels mariés, il y a des femmes pour mieux camoufler l'homosexualité. C'est-à-dire les plus gros homosexuels, ils ont même 5-6 enfants. C'est après que vous réalisez que bon, les enfants étaient une couverture, mais en fait, voilà. C'est les enfants littéralement, même ils les ont fabriqués sous contrat, c'était littéralement formulaire à remplir. Mais c'est exactement la même chose, c'est exactement la même logique. Et donc, le tribalisme d'État qui n'existe donc pas dans les réseaux sociaux est orienté, et c'est un constat, consciemment vers une tribu. Et la tribu aujourd'hui, ce sont les Bamileke. C'est-à-dire, je répète, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, en 2025, comme depuis 2018, en tout cas, le tribalisme d'État est orienté sur les Bamileke. Et uniquement, je dis bien uniquement, il n'y a pas à danser la danse de quelques sorciers qui viennent de, oui, mais les Bamilekos, non. C'est clair qu'il y a des tribalistes parmi les Bamileke. Comme j'ai dit, des brebis galeuses, vous les trouvez dans toutes les ethnies. Dans toutes les ethnies du Cameroun, vous allez trouver un idiot, 2 idiots, 3 idiots qui n'aiment pas les autres ethnies et qui pensent qu'ils sont les meilleurs. Ça, c'est clair. Même à Baham, vous en trouvez. Mais en mode tendance, en mode schéma, en mode structure, en mode volonté, en mode paradigme, le tribalisme d'État, en mode quantitatif, en mode idéologie, en mode fabrication, en mode projet politique, le tribalisme d'État en 2025 au Cameroun est orienté exclusivement, je dis bien exclusivement, aujourd'hui sur les Bamileke. Et vous verrez pourquoi il est orienté exclusivement sur les Bamileke. Donc, comme je vous ai dit, la première raison, c'est parce que celui qui menace le pouvoir de Biya, c'est un Bamileke. À l'époque, quand c'était né John Frondi, l'anglophone, on a orienté le tribalisme d'État sur les anglophones. On a dit que les anglophones sont des idiots. Vous savez qu'au Cameroun, on sort d'un pays où quand tu ne parles pas bien français, tu n'étais pas intelligent. On mesurait les facultés cognitives de quelqu'un à sa maîtrise de la langue française, sans considérer qu'il venait du paradigme anglophone et qu'il maîtrisait justement mieux l'anglais et que précisément les francophones avaient beaucoup plus de mal en anglais. Et quand Paul Biya a eu l'impression que Bello Boba Maigari, avant ni John Frondi ou en parallèle, était, une menace réelle pour son pouvoir, ou du moins il la considérait comme telle, il a orienté le tribalisme sur le Grand Nord de la même manière que quand il a évincé Ahidjo à partir du mois d'août 83. De la présidence de la République du Sérail et du parti qu'il avait créé, l'UNC, il a orienté justement son tribalisme et sa violence sur le Grand Nord. Les victimes seront, parmi les plus connus, des gens comme Ibrahim Ousmanou ou Salatou Adamou, bref, la garde rapprochée d'Amadou Ahidjo va subir le joug de Paul Biya, ainsi que énormément de personnes venues du Nord pour justement, montrer que non, c'est maintenant notre tour, le Nord ne vaut plus rien, le Nord n'a rien. Bref, c'est comme ça le tribalisme d'État au Cameroun.
Si vous menacez le pouvoir de Paul Biya et que vous êtes de son ethnie, à un moment donné, quand vous avez les yeux plus gros que le ventre, comme Bengo, comme Michel Thierry à Tangana, comme Titus Edzoa, vous finissez en prison. Si maintenant vous êtes d'ailleurs comme Maurice Kamto, comme Nijan Frondi, comme Bello Boba Maïgari, soit vous finissez en prison, soit vous finissez, comment dire, au banc de la société, c'est-à-dire une propagande artificielle qui est fabriquée à votre encontre avec une violence indicible. Et c'est ce que vous voyez actuellement chez Maurice Kamto. Imaginez, est-ce que quelqu'un de normal, est-ce que quelqu'un de sensé peut détester Maurice Kamto? C'est impossible. Maurice Kamto a un programme politique. Maurice Kamto est très cohérent dans son analyse. C'est-à-dire, il est pacifique en plus. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il est très intelligent, il est très vif, il est très à l'écoute, il est accessible et surtout, il a un projet politique. Le projet est clair et il peut répondre à toutes les questions, même pendant 3 heures d'émission. Vous l'avez vu avec Valérie Ndongo. Et il y avait des questions très provocantes d'ailleurs. Et certaines questions n'étaient pas toujours compréhensibles parce que certains en faisaient un peu trop, comme notre jeune étudiante sur la fin qui a aligné énormément de phrases un peu trop... voilà, pas forcément à leur place. Mais Maurice Kamto a réussi à répondre. Moi, j'aurais certainement dit répéter la question en plus simple, s'il vous plaît. Mais il a tenu, il est d'une spontanéité incroyable. Qu'est-ce que vous reprochez à cet homme? En fait, ça n'a aucune logique, ça n'a rien. Aucun justificatif sérieux à part la jalousie pure et simple. Et la peur de perdre, parce que comme à cause de Paul Biya, vous avez une conception ethnique du pouvoir et vous avez une conception gastrique de l'État, vous avez peur donc de un que le pouvoir échappe à votre ethnie et de deux que la mangeoire échappe à votre ethnie parce que vous vous dites que bon nos concours qu'on faisait on mettait tous nos cousins, tous les incompétents, parce qu'on était de la même famille, on les mettait, les commissaires, les colonels, les ambassadeurs, les machins qui étaient de chez nous, on ne les aura plus. En fait, vous pensez que Maurice Kamto va faire comme vous et installer les Bamileke partout parce qu'ils sont Bamileke et donc ça vous fait flipper. C'est ça qui vous dérange. Parce qu'il n'est pas possible de ne pas aimer Maurice. C'est pas possible. Il n'est pas parfait, comme nous aussi, il a beaucoup de défauts. Mais politiquement, comment quelqu'un peut détester Maurice Kamto? Les Ivoiriens vous regardent et se demandent si vous êtes normaux. C'est-à-dire les Burkinabés, les Maliens, j'ai parlé, enfin, nos amis panafricaines nous ont donné énormément d'amis venus d'ailleurs. J'ai parlé certains amis venus notamment du Sénégal, du Burkina Faso. Mais Maurice Kamto, qu'est-ce qui se passe avec Maurice Kamto là-bas au Cameroun? Pourquoi on l'empêche de... Je suis pas en mesure de répondre à ces questions. Quand mon ami burkinabé me demande, mais pourquoi on empêche Maurice Kamto de se déployer? Mais moi, il me paraît un homme vertueux, un homme, enfin, c'est pas un chef de guerre, c'est pas, il est cohérent, il a un projet de société, qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis incapable de répondre. Parce qu'en fait, c'est le tribalisme. C'est tout simplement le tribalisme. Il y a rien. Il y a rien d'autre. Vous ne pouvez pas détester cet homme. Et justement, parce que le tribalisme vous anime, et donc le tribalisme d'État, l'instrument politique de Paul Biya pour stigmatiser l'ethnie de la personne qui a la probabilité la plus grande de renverser son pouvoir, bon, parce que ça vous anime, vous dites donc que non, on ne veut pas. Nous allons donc, comme je disais, interroger les origines, les causes, les clauses, et voir les solutions éventuelles. Ce n'est pas parce que je vous ai demandé de partager au début que la consigne ne tient plus. Vous avez vu comment ces biaïstes l'ont tout à l'heure essayé. Ils ont même réussi à interrompre notre conférence, donc continuez à la sécuriser et à la partager s'il vous plaît. C'est très important. À mesure que le temps passe, on entre dans le cœur du sujet. Donc, nous allons un peu faire, comment dire, on va refaire un peu le récapitulatif de notre pays, pour ceux qui peut-être ne savent même pas d'où vient le Cameroun alors qu'ils sont camerounais. C'est important de voir quand c'était encore à 0, comment c'est passé à 1, à 2, à 3, jusqu'aux 100 000 degrés de tribalisme et de feu que nous avons aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, continuez le partage, je vous en saurai gré. C'est important pour voilà que ça reste accessible au maximum de personnes et que la probabilité que ça soit interrompu ne soit pas là. Donc où est-ce qu'on trouve le live, s'il vous plaît? De quel live tu parles, cher ami? Bon, malheureusement pour vous, de toute manière, je ne lirai pas les commentaires parce que nous avons énormément à partager aujourd'hui. Mais il y a la place dont, comme je dis, je vais encore vous faire, parce que on est déjà presque 400, et réécouter les 2 minutes ou les 1 minute et demie de la vidéo de notre ami
Bon, ou peut-être pas, vous l'avez écouté de toute façon, notre cher ami à l'image, monsieur Zambo Evina, qui explique le plaisir qu'il a à trancher les artères, à couper la trachée, et comment son visage est aspergé de sang, voilà, un plaisir. Vous savez, Stephen King en parle dans certains de ses livres. L'écrivain américain Stephen King, un de mes écrivains préférés, il raconte comment les gens éprouvent carrément une excitation sexuelle devant le sang humain. Il y a des couples qui assassinent quelqu'un et ils font l'amour juste à côté. Oui, on a des humains dont le niveau de dégénérescence mentale atteint ces proportions-là, où pour eux c'est une excitation mentale. Nous, on regarde le porno pour pimenter la chose, eux, ils regardent un cadavre qu'ils viennent d'exécuter, qu'ils viennent d'assassiner, qu'ils viennent de charcuter. Donc voilà, ce n'est pas surprenant. On a ce type de spécimen là ici qui nous explique avec énormément, mais c'est littéralement un orgasme quand il prache. C'est le sang gît, après il part manger le pomme. C'est-à-dire, ça lui ouvre littéralement l'appétit. On en est là. Voilà les enfants de Paul Biya. Voilà les gens qu'il a créés. Voilà le type de pays dans lequel nous vivons. Donc c'est plus ou moins ce qu'il a, c'est-à-dire c'est plus ou moins ce qu'il, oui, c'est cet homme, cher frère, c'est lui, celui-là, Zambo Evina. C'est-à-dire, il s'appelle Guy Roland Zambo Evina, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est Zambo Evina qu'il faut retenir. Et il est sûr de son fait, il est très confiant parce que dans sa tête, Paul Biya, mon frère du village, est au pouvoir, donc je peux tout dire, il ne va rien m'arriver. Il a un ami, il a un cousin colonel, un oncle colonel, l'un de ses neveux est, je sais pas, marié avec la nièce de Biya. Bref, c'est ces relations-là qui lui permettent justement d'avoir cette assurance-là. La même assurance que Famendongo avait quand il disait c'est le socle granitique. Donc c'est tout simplement cela. Donc, comme j'ai dit, notre conférence sera longue et assez violente et nous allons donc voir à la fin des origines, des causes, des clauses, on va voir les solutions éventuelles. Nous allons voir comment, d'après ce que je vous disais il y a un instant, c'était dirigé sur d'autres entités, c'était dirigé sur le groupe Bami Bassa, pendant notamment les années 50. Voilà, c'est-à-dire les Bassais et les Bamileke étaient la victime expiatoire du tribalisme d'État. Et après, ça a été orienté sur les nordistes quelque temps après Aïdjo, entre 83 et notamment le début des années 90. Et après, ça a été orienté sur les anglophones pendant les années 90, avant de revenir donc sur les Bamileke en 2018. C'est ce qu'on appelle le schéma politique, le schéma de la discrimination. Quand vous regardez le mode opératoire de Paul Biya, vous vous rendez compte que le tribalisme d'État effectue des migrations ou des précessions, voilà, des phénomènes de rotation, d'oscillation entre les différentes ethnies du Cameroun en fonction de l'identité de celui qui menace le pouvoir de Biya. Mesdames et messieurs, voici donc l'histoire de votre pays, le Cameroun. Lorsque les Allemands vont débarquer au Cameroun au début à la fin du 19e siècle, ce que on va appeler plus tard donc Cameroun, c'est en fait un conglomérat de petits villages autour de la zone côtière. Il y a environ 8 à 10 villages autour de ce qui est aujourd'hui Douala. Et voilà, c'est-à-dire, c'est une sorte de delta de villages qui sont dans un rayon de 30, 50, 100 kilomètres. À peu près, ça ne va pas plus loin. En 1884, des concessionnaires économiques allemands arrivent à la tête de plusieurs firmes, notamment les firmes Vormann, les firmes Janssen und Thormehlen, et arrivent là et signent, ou du moins entreprennent de signer des accords commerciaux avec les chefs locaux qu'ils vont trouver là sur place. À l'époque, c'est les Britanniques qui veulent le faire parce qu'on a eu la visite de certaines personnes comme Alfred Sacker, qui se sont implantés là pendant quelques temps, ont implanté des comptoirs commerciaux autour de la ville qui portait le nom de la reine d'Angleterre, la reine Victoria, celle qui s'appelle aujourd'hui Limbe, évidemment. Et donc, voilà. Donc, ça se situait autour de ce que vous appelez, enfin, de ce qu'on appelait la baie d'Amba, la baie, B-A-I-E, c'est-à-dire la bande de terre qui s'avance vers la mer. La baie d'Amba, donc, voilà, donc ce que vous avez plus tard, plus d'un siècle plus tard, appelé la zone d'Amba, dont la Ambazonia, tout autour de la région de Limbe, et voilà ses environs. Donc,
Sauf que les Britanniques vont échouer quand le consul britannique venu signer les accords de protectorat ou les accords économiques avec les dirigeants locaux va arriver un peu tard, le fameux Too Late Consul. Vous vous souvenez de vos petits cours d'histoire. Les Allemands débarquent donc avec des gens comme Gustav Nachtigall aussi dans la délégation qui vont venir implanter en 84 à partir du 15 juillet le drapeau allemand sur les côtes camerounaises de la région qu'on va appeler plus tard Cameroun. Donc le 12 juillet 1884, les rois dont le roi Akwa, Pondodika de son nom, et le roi Bel, Ndombalobe, vont donc rencontrer ces Allemands et signer des accords de protection avec eux sur certaines clauses qui évidemment ne seront pas respectées plus tard par les Allemands. Ce sont des clauses de roublardise, mais les Allemands vont être très rusés, vont fournir quelques avantages aux chefs locaux, notamment certains paiements qu'ils vont garantir au roi Akwa, qui ne vont pas dire non. Vous avez par contre des rois comme Lokprizo, alias Koumambapé, le roi de Bonabéry, qui lui va flairer l'arnaque et qui va dire « Je ne vois pas d'un bon œil les accords que vous voulez signer avec nous, j'ai plutôt l'impression que ça va se transformer en traquenard, que ça va se transformer en entourloupe, donc on ne va pas s'y prêter. » Et évidemment, il aura raison, notre cher Koumambapé, parce que dans les années qui vont suivre, les Allemands vont faire reculer en fait les autochtones, qu'ils ont trouvé la lévresse autochtone, hein. Parce que l'on parle d'entités étrangères qui viennent sur les terres africaines et qui s'accaparent des terres qui ne leur appartiennent pas, en violation des clauses qu'ils avaient pourtant eux-mêmes définies. Dans le traité germano-douala, il y a des dispositions qui doivent respecter la propriété des autochtones, qui doivent respecter les us et les coutumes des autochtones, qui doivent respecter les logiques de suzeraineté, les logiques, d'authenticité, d'africanité et les logiques de simples accords commerciaux ou a fortiori des accords de coopération. Dans l'éventualité où vous faites attaquer par une autre puissance, nous sommes là, on va garantir votre protection en l'honneur des accords commerciaux que nous avons avec vous. C'est ça qu'on appelait donc en allemand le Deutsches Schutzgebiet, le protectorat allemand. Mais ça ne va pas être écouté, et il faut dire cela à Elimbilobe, parce que les Allemands vont faire donc reculer tous ces gens à qui ils ont promis pourtant qu'ils n'allaient pas faire ça. Et c'est pour ça que des hommes, de braves hommes comme Mbangama Bono, celui que vous appelez Martin-Paul Samba, vont se liguer contre cette manière de faire et dire aux Allemands que on ne met pas d'accord. Ou encore Rodolphe Douala Mangabel, ils vont dire mais ce qui a été prévu, ce n'est pas ce que nous voyons là dans la pratique. Il avait été prévu que vous alliez respecter nos droits, vous alliez respecter nos propriétés. Là, vous êtes en train de tout nous prendre, vous êtes en train de nous pousser à l'intérieur du pays, vous êtes en train de prendre les meilleurs endroits, vous êtes en train de prendre les zones côtières. Ce n'est pas possible. Et vous voyez, Douala Mangabel et Martin-Paul Samba ne sont pas Bamileke. Donc c'est pour vous dire que le colon a diabolisé tous les résistants. C'est-à-dire, la tribu va intervenir après comme prétexte. Si les Douala protestaient contre les colons, à ce moment-là, les colons se mettaient à stigmatiser les Douala. Si c'était les Bassa, les Étones, ils se mettaient à stigmatiser les Bassa, les Étones, eux, ils ne faisaient aucune concession. Et c'est pour ça donc on va justement traiter Martin-Paul Samba et Douala Mangabel comme des traîtres et exhorter leurs frères du village, leurs frères d'ethnie, de clan, à ne pas suivre leur exemple. On va les accuser de haute trahison, y compris le secrétaire Adolphe Ngosodine. On va donc fusiller l'un et pendre l'autre le 8 août 1914. C'est une histoire que vous connaissez très bien et voilà. C'est-à-dire, c'est le début de ce qui va devenir plus tard Cameroun, qui autrefois regroupe simplement la région côtière de Douala. La Première Guerre mondiale éclate donc en 1914. Et les Français vont chasser les Allemands parce que les Allemands vont perdre la Première Guerre mondiale. Et à partir de 1916, les Allemands commencent à battre en retraite parce que le tandem France-Grande-Bretagne va s'emparer justement du territoire camerounais. Et la Première Guerre mondiale va prendre fin en 1919. On va aboutir à ce qu'on a appelé la création d'une structure pour empêcher que la guerre surgisse encore un jour. On va aboutir à la création d'une formation appelée la Société des Nations. On se dit voilà, on va créer une structure qui va regrouper un peu les pays à travers le monde, qui sera une plateforme de dialogue
et voilà. Et à partir de là, il y aura plus la guerre, il y aura plus une guerre d'une telle intensité parce que la Première Guerre mondiale a quand même fait 10 millions de morts approximativement. Donc, en 1919, il y a un traité qui est signé dans la banlieue parisienne, le fameux traité de Versailles, et la Société des Nations place donc, en vertu du traité de Versailles, le territoire sous possession allemande sous mandat, de la Société des Nations, et justement, les corps mystiques qui vont incarner ce mandat, c'est la France et la Grande-Bretagne, dans ce qu'on va appeler le condominium, c'est-à-dire la domination commune de deux entités sur un territoire X. Et donc, le Cameroun sera administré par ces deux structures, la France et la Grande-Bretagne. Ce sont donc ces gens-là, les Français, principalement les Français et les Anglais, mais ce sont ces gens-là, les Français, c'est là que ça commence, ce sont les Français qui vont instaurer, et de fort belle manière, mais vraiment, qui vont installer ce que j'appelle le construit tribaliste, et qui vont orienter le tribalisme sur les Bamileke. C'est-à-dire, si vous voulez savoir, je vous ai dit qu'on allait examiner les clauses en partant de la genèse, vraiment de l'instant zéro de cette histoire. Ce sont les Français, c'est la France qui a orienté le tribalisme, et en l'occurrence le tribalisme d'État sur les Bamileke. C'est-à-dire, ils ont dit pour eux, ils ont désigné les Bamileke comme étant leurs ennemis. Je ne suis pas en train de dire quelque chose qui émane de mon imagination. Je ne suis pas en train de perdre mon temps avec des gens qui m'ont dit, oui, mais il n'y a pas que les Bami, il y avait nous les Bassa. Non, 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 je ne suis pas en train de parler de ça. On est en train de faire l'histoire d'abord. Vous allez analyser, et après, l'histoire, elle ne se dément pas. L'histoire ne demande pas votre avis. L'histoire ne fait pas semblant. Les Français ont décidé que leur problème, c'était les Bamileke. Ce n'est pas moi. Ce sont les Français qui ont dit, les Bamileke. Les Bamileke sont notre problème. C'est-à-dire, les Bamileke sont moins dociles, ils sont plus résistants à leurs traditions, et ils parviennent pour beaucoup à exister économiquement, alors même que on les a privés de l'outil régalien, de l'outil politique, de l'outil administratif. Les Français le constatent déjà en amont. Les Français ont fort à faire avec le relief escarpé, avec le relief de haute altitude de la région de l'Ouest, de ce que vous appelez aujourd'hui les grassfields. La pénétration coloniale est plus compliquée et ça ne leur plaît pas. On a du mal avec ce qu'on arrive difficilement à dominer et dont les Français doivent créer quelque chose, un construit pour empêcher justement une émulation de résistance. Et c'est donc là qu'on va avoir un homme qu'on va appeler le colonel Jean Lamberton, qui était une sorte de haut-commissaire commandant des troupes françaises sur le territoire. C'est lui qui sera auteur de la fameuse phrase: le Cameroun s'engage vers l'indépendance avec dans sa chaussure un caillou bien gênant. Et ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique, les Bamileke. Pourquoi Jean Lamberton fait cela? Je vais vous le dire un peu plus en détail tout à l'heure. Jean Lamberton le fait parce qu'il a réalisé que bon, si les Français arrivent, pour que les Français gardent pour longtemps le Cameroun, parce que les Camerounais se sont rendus compte, enfin les Camerounais, vous comprenez, à l'époque c'est pas encore le Cameroun sous sa forme actuelle, mais bon, on peut déjà parler de Cameroun. Les Français et les Britanniques, mais les Français surtout parce que c'est eux qui ont quand même la plus grosse part, ils ont 75%, voire 80% du territoire, de ce qui était dans le Deutsches Schutzgebiet. Ils se disent, vu que les locaux ont chassé les Allemands, ou du moins se sont réjouis quand les Allemands sont partis, vu que les locaux ont constaté que les promesses faites par les Allemands ne leur n'avaient pas été tenues, il faut que nous trouvions un moyen de rester là pendant longtemps. Et pour rester pendant longtemps, il faut que nous essayons d'amadouer les peuples que nous avons trouvés. Sauf que pendant que nous essayons de les amadouer, on a constaté quand même qu'il y a une partie de ces peuples-là qui ne sont pas dociles, qui ne sont pas facilement manipulables, qui ne sont pas facilement malléables. Donc, il faut que nous trouvions un moyen d'empêcher que ces locaux-là endoctrinent les autres. Il faut que nous empêchions que ces locaux-là ouvrent les yeux des autres en leur disant que nous aussi, nous Français, on va leur faire la même chose que les Allemands. Et les peuples justement qui ont les yeux les plus ouverts, les plus aguerris pour dire non, c'est à ce moment-là ce que vous appelez donc les Bamileke. Et la France le constate et elle désigne les Bamileke comme l'ennemi principal. C'est pour ça donc que le haut-commissaire Jean Lamberton, lui, il va le dire de manière en noir et blanc, de manière écrite, et souligner le caillou bien gênant dans la chaussure. Ici, ce sont les Bamileke. Une manière de dire, oui, vous êtes indépendants, mais sachez que, en fait, nous, on n'est même pas le problème. Sachez que vous allez vers l'indépendance, mais
vous n'avez pas tout résolu. Il faut contrôler les Bamileke là, parce que la France savait que l'indépendance n'est pas réelle, l'indépendance qu'elle nous accorde, et que si ça continuait, si elle ne prenait pas des mesures de dislocation du tissu social et d'empêchement de l'émulation camerounaise, les Camerounais allaient constater et parler d'une seule voix et chasser la France, dont on a utilisé le stratagème du diviser pour mieux régner, dont les Français vont employer donc la même méthode que les Allemands. C'est-à-dire tromper, spolier, exproprier, museler, mater, assassiner, et pour empêcher que les Camerounais dont se rebellent de manière commune, ils vont créer le construit tribal et l'orienter sur les Bamileke. Voilà donc Jean Lamberton, c'est-à-dire, mesdames et messieurs, qu'on nous a appris à détester les nôtres. On nous a appris on nous a appris à détester, comme je dis souvent, à détester les nôtres et à aimer les autres. Au point où on en a, c'est-à-dire on est littéralement devenu fou. On a aimé les autres et on a détesté les nôtres au point d'en perdre la raison. Et je vous prends quelques exemples de ces deux raisons qu'on a perdues. On va faire une petite parenthèse. Souvenez-vous, nous étions en décembre 2017 à Douala. Il y a, c'est-à-dire une Française, une artiste, ou je ne sais pas ce qu'elle est, qui est carrément venue à Douala nous expliquer que la fraternité entre les peuples ou je ne sais quoi, elle a pris une grosse effigie d'elle, une grosse statue, elle n'était même pas belle, cette femme. On a mis ça en plein Douala. Vos chefs traditionnels sont allés bénir cela en pleine semaine de Noël. Vous êtes chrétien, machin. Bref, en pleine fête de fin d'année, une Française que personne ne connaît en France, qui ressemble un peu au voyou que Paul Atanganji, le criminel de l'intérieur, du ministère de l'Intérieur, était venu vous présenter comme étant des émissaires de Transparency International. Elle est venue, elle a fait une grosse statue d'elle qu'elle a posée à Douala en disant que c'est de l'art. Par complexe, parce que dès que vous voyez Yam Blanc, vous perdez le nord. Les chefs traditionnels, qui n'ont de traditionnel que le nom, sont carrément venus avec leurs balais, chasse-mouches et leurs ustensiles bénir la fameuse statue, parce qu'elle est blanche. Mais par contre, quelques temps plus tôt, et ça vous n'avez certainement pas oublié, le 27 décembre 2016, c'est Essama André Blaise qui avait voulu ériger la statue de John Gufoncha, toujours dans le même Douala. C'est-à-dire, John Gufoncha, certes, ce n'est pas Omniobé, ce n'est pas... Mais il est quand même plus légitime que Sylvie Blocher, qui, elle, est française, et donc tout le monde se fout royalement au Cameroun. Les mêmes autorités traditionnelles qui, plus tard, vont bénir la statue de Sylvie Blocher, ont démonté la statue de John Gufoncha en demandant si, est-ce qu'en zone anglophone, est-ce que ce John Gufoncha là-bas, en pays anglophone, est-ce qu'il n'y a pas le terrain là-bas pour aller mettre sa statue là-bas? Pourquoi vous voulez mettre ça ici à Douala? Eh oui, voilà le Cameroun dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, quand c'est un blanc, on dit oui, c'est très bien, on bénit, c'est donc ça le travail du colon. Quand c'est un blanc, on bénit, on dit c'est fort bien, c'est formidable, on est très content, tu peux ériger ta statue, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand ce sont les nôtres, quand ce sont les Africains, on enlève, on dit, on aurait pu demander à Sylvie Blocher si en France il n'y a pas un terrain pour justement ériger sa statue. Mais non. Parce qu'elle est blanche et parce que la France nous a appris à nous détester et à l'aimer, évidemment, tout le monde a accepté les yeux fermés. La police a démonté par contre la statue de John Gufoncha sous la pression des locaux, des autochtones. En fait, comme Elimbi Lobé et tous les ignares qui distillent le misérabilisme tribal sur la place publique, vous vous souvenez du concept de l'autochtonie? Quand ce sont vos concitoyens, je n'ai jamais compris ça. Quand les blancs, qui ne sont pas africains, c'est-à-dire, quelqu'un n'est pas camerounais, il n'est même pas africain, mais quand il vient, vous lui déroulez le tapis rouge. L'autre est camerounais, il n'est juste pas du même socle ethnique que toi, ou socle granitique, ou ce que vous voulez. Mais par contre, là, ça ne te pose pas problème. Là, ça te pose problème. Là, tu dis que non, je ne veux pas, nous on est des autochtones, on est allé faire ça à l'ouest, allé faire ça en zone anglophone. Voilà ce dans quoi vous trouvez. Oui, je sais que Elimbi Lobé a même dit aujourd'hui que Ernest Wandji était un bandit. C'est normal, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, il a faim, donc il est prêt. Voilà la campagne qui approche, les prostituées sont de sortie, la campagne approche, qu'est-ce que tu veux? En termes de prostitution politique, Elimbi Lobé, c'est un as, il est en talon aiguille avec le filet, un bon petit string rose entre les jambes, il est au bord de la rue, il attend simplement d'être embarqué et qu'on l'amène à la maison, prenez la 4 à 5, il ne va pas dire non, il est là pour ça, il est prêt à tout pour manger un peu, quitte à se faire enfourcher par tous les orifices. C'est exactement l'illustration que je prends et tout à fait ce que ça illustre, ce que ça veut dire.
Donc maintenant, il va même vous dire demain que mais Félix Momier était un pédophile. Non, ils sont prêts, c'est-à-dire pour ils marchandent. Je vous dis, c'est-à-dire c'est bientôt le temps des récoltes dont toutes les prostituées sont dehors. C'est-à-dire, elles sont de plus en plus nombreuses. Regarde, vous avez des Limbi Lobé, vous avez des Blaireau Niemek, vous avez des Steve Farr, vous avez, en fait, Mini Ferme est plein, la Elf est, mais c'est-à-dire, c'est plein. Je n'étais pas là-bas, hein, mais on m'a dit que ce sont les quartiers. Ne me demandez pas si j'étais là-bas. En tout cas, Mini Ferme et la Elf sont pleines à craquer, c'est-à-dire, les rues sont bondées, il n'y a plus qu'à se servir. Donc c'est ce dans quoi on se retrouve aujourd'hui, les Ernest Obama, les Parfait ici, etc., etc. Mais vous les voyez, non? Est-ce qu'elles se cachent? Les prostituées sont de plus en plus nombreuses. Elles ont mis leur rouge à lèvres le plus éclatant. Et demain, on va vous dire que Ruben Omniobe était un pédophile et qu'il trafiquait les organes et que voilà, c'est-à-dire, ils n'ont aucun problème à faire ça. Donc, je reviens donc à Jean Lamberton qui nous a appris à détester les nôtres. Quand vous voyez que je parlais de monsieur, oui, Meillon, comment j'ai pu oublier celui-là? Meillon, lui, c'est, vous voyez, la femme qui, la prostituée retraitée, en fait, lui, c'est l'image de la prostituée retraitée, celle qui encaisse les dos. C'est lui qui parraine tous les mouvements, toute la prostitution politique au Cameroun. Lui, à la faveur d'un colloque du chantalisme, il a fait il a fait son Iscario. Maintenant, il va bien, il est vice-recteur. Bref, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes le 24 février, le 23 février. Charles Atébé est décédé il y a 2 jours. C'était le 21 février 2014. Le pauvre Ateba, il avait beau être du RDPC, il avait beau soutenir Biya, mais c'était son seul défaut. Sinon pour le reste, il était lucide et c'était un anti-tribalisme de la première heure. Il a dénoncé, il était le seul RDPCiste qui a dénoncé les propos d'Amadou Ali. Mbamileke ne sera jamais président. Il est le seul qui a dit ça, le seul. Si ATB Yene se réveillait maintenant et voyait ce que Mathias Yerek Onangini est devenu, ATB Yene se tirerait lui-même une balle dans la tête pour continuer à mourir en disant que si c'est ça là que mon ami est devenu, je préfère rester mort. C'est-à-dire, la prostituée ultime, la figure ultime de celui qui a marchandé, de celui qui a vendu une partie de son corps. J'utilise une image, hein. N'allez pas dire que j'ai accusé Onangini d'homosexualité, mais on est en pleine prostitution politique, c'est-à-dire, voilà, les Ilimbi Lobé, les Biero Niemek, les Sivefar, ce n'est rien d'autre que de la prostitution pure et simple. La campagne approche, on a faim, on cherche les clients, donc forcément chacune des prostituées va se parer de ses plus beaux atouts et se vendre au plus offrant. Tout à l'heure, je vous parlais justement des Ilimbi Lobé quand je vous disais que, mais regardez comment les Allemands ont fait à Douala, chez Ilimbi Lobé. Ils sont arrivés à Douala, ils ont menti à Martin-Paul Samba, ils ont menti à Douala Mangabel que ils allaient rester seulement sur les zones côtières. Mais finalement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Qu'ils allaient les laisser les zones côtières et qu'ils allaient respecter leur territoire. Mais finalement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Au contraire, ils leur ont pris les zones côtières et les ont poussées dans l'Interland. Et au lieu que Elimbi Lobé s'énerve qu'il y a un individu qu'on appelle Gustave Nachtigal et qui porte quand même toujours, c'est-à-dire dont on a donné carrément le nom à une localité au pays. Au lieu qu'il s'énerve que le plus grand barrage hydroélectrique du Cameroun porte le nom d'un colon, de quelqu'un qui est venu voler les terres des Sawa, lui, ça ne le regarde pas. Son problème, c'est Ernest Wanji qui combattait pourtant le même colon. Son combat, c'est Ernest Wanji qui combattait l'assujettissement du Cameroun envers la France. Son combat, c'est Ernest Wanji qui a dit à Amadou Ahidjo que n'essaye pas de me libérer, je ne veux pas être libéré. Si la condition pour la libération, c'est de dire non à mon combat, je te laisse faire ce que la France t'a demandé de faire. Si tu as décidé de me tuer, vas-y. Vous voyez Ernest Wanji, quand il s'avance devant le peloton d'exécution, je rappelle toujours cette image à chaque fois. Vous voyez la solidité, la confiance avec laquelle il s'avance devant ses bourreaux. Il n'a aucun complexe, il n'a pas de problème, il est serein. C'est-à-dire, il n'a pas de problème. Il y a à ses côtés Gabriel Tabe, alias Wambo le Courant, et Raphaël Fauting. Il leur dit, les gars, c'est l'heure. Nous écrivons l'histoire de notre pays. Dites à ma femme et à mes enfants que je ne les ai jamais trahis. C'est comme ça que le camarade Émile, comme on l'appelait, Ernest Wanji, va tomber la tête haute devant l'histoire et devant le Cameroun en disant « Je pars avec mes idéaux, je meurs pour la libération de mon pays, le Cameroun. Je ne me suis jamais compromis, j'ai combattu de A à Z depuis qu'il faisait partie de l'US... du syndicat, du Union des syndicats confédérés du Cameroun, l'USCC.
il a gardé la même ligne de conduite, il a gardé la même véhémence, il a gardé la même droiture, la même verticalité contre et la même sérénité contre le colon. Vous avez un individu misérable dont l'histoire ne se souviendra pas. Abel Elimbi Lobe, qui vient parler d'Ernest Wangé, c'est-à-dire le plus grand Camerounais depuis 1971. Il n'y a pas eu un autre Camerounais plus grand qu'Ernest Wangé depuis qu'il est il n'y en a pas. Le plus grand Camerounais de tous les temps, c'était Ruben Oumniobé. Le plus grand Camerounais depuis la mort d'Ernest Wangé, le 15 janvier 71, c'était Ernest Wangé. Et vous avez quelqu'un qui va se souvenir d'Elimbi, qui va donner, qui ici, vous êtes 400 amis, qui va donner à son enfant le nom d'Abel Elimbi Lobé. Je ne dis pas qu'on va abolir le nom Elimbi, ou qu'on va abolir le nom Lobé, ou qu'on va abolir le nom Abel, mais je dis, c'est les trois noms-là, alignés comme ça, qui va appeler son enfant Abel Elimbi Lobé? Qui va accepter de faire porter à son enfant un tel paradigme de crétinisme? Jamais personne. C'est même pas la peine de vous demander, c'est une question rhétorique. Il vient dire à Ernest Wangé, l'homme dont la mort est la mort la plus spectaculaire de toute l'histoire du Cameroun. Même dans la Bible, Jésus a pleuré, il a demandé à Dieu pourquoi tu m'as abandonné. Ernest Wangé n'a pas pleuré, il n'a pas dit à Dieu pourquoi tu m'as abandonné. Il a regardé la mort dans les yeux et il est parti. C'est la Bible qui dit que Jésus a pleuré et qu'il a demandé pourquoi Dieu l'a abandonné. Or, Ernest Wangé, on a vu les images, on connaît l'histoire, il n'a jamais demandé pourquoi Dieu l'a abandonné. Il a accepté même tout seul, il a poursuivi son combat. Et donc pourquoi est-ce que la stigmatisation la voit le jour? Parce que la France a habitué les parents des Limbilobé à détester les Bamileke et à aimer le colon, à aimer le bourreau. C'est pour ça que Limbilobé va défendre aujourd'hui le colon, que Ernest Wangé combattait et estimait que c'était Ernest Wangé le bandit. C'est-à-dire c'est celui qui combattait le colon qui était le bandit. Donc c'est tout simplement cela. Mais pendant ce temps, ceux qui ont spolié, ceux qui ont volé, ceux qui ont tué son ancêtre, Rudolf Douala Mangabel, lui, c'est pas un problème. Le problème, c'est ceux qui combattaient justement ces gens-là. Et que les Allemands qui ont pris les têtes, non, ça ne lui a pas posé problème. On en vient donc, et là je vais vous expliquer en détail, comment ça s'est donc passé de manière écrite par le fameux haut-commissaire des forces armées, des forces militaires au Cameroun, l'un des commandants des troupes françaises au Cameroun, le colonel Jean Lamberton. Le Cameroun accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. Enfin, à l'indépendance, on se comprend. Pardon. Donc, Monsieur Jean Lamberton, ne voulons donc pas qu'il y ait une cohésion des luttes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne voulons pas que tous les Camerounais parlent. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne voulons pas que tous les Camerounais parlent. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne voulons pas que tous les Camerounais parlent. Il faut protéger la conférence, s'il vous plaît. Comme j'ai parlé des Limbilobé et ses amis, c'est parce que vous n'envoyez pas assez de cadeaux. 400 personnes vous sécurisez le live aussi peu, cher Jean. On n'a pas envie de vous supplier d'être actif dans les partages ou la protection de la conférence. Comme on a parlé des Limbilobé, vous voyez ce sur quoi ça a débouché. Ses amis, tapis dans l'ombre en faux profil, ont entrepris de signaler la conférence. C'est de bonne guerre. Donc continuez de soutenir, on va reprendre à chaque fois, nous sommes déjà 450, vous pensez que ça leur fait plaisir qu'une personne parle seule sur le tribalisme en désignant les tribalistes locaux? Il y a 450, 460 personnes qui écoutent, continuez de sécuriser s'il vous plaît et de partager. Vous voyez que nous avons énormément de choses intéressantes à nous dire. J'étais justement en train de parler des écrits de Jean Lamberton. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais je reviens dessus afin que nul n'en ignore. La répétition est la mère de l'éducation. Ceux qui n'étaient pas là la prochaine fois aujourd'hui, ont l'opportunité, voilà, d'apprendre un peu de quoi il retourne. Le commandant des troupes françaises dont au Cameroun, Jean Lamberton, écrit. Et là, vous allez peut-être prendre vos cahiers, vos stylos et prendre des notes sur ce que je vais dire ici, parce que ça vous donne un peu une idée, ça vous permet même de comprendre pourquoi Elimbilobé parle comme ça vous donne un peu une idée de là d'où tout ça vient. La stigmatisation envers les Bamileke, la haine gratuite et bête qu'il y a aujourd'hui. Elimbilobé, qu'est-ce que je raconte? Oui, en tout cas, c'est un de ses amis. Le colonel Jean Lamberton, donc, quand on devient indépendant, le 1er janvier 1960 sur le papier,
Le collège Jean Lamberton doit quitter le Cameroun. On est en mars 1960, donc quelques mois après, on est en quelque chose comme à la mi-mars. Il se met donc à écrire ce qui sera plus tard la Bible des tribalistes, la Bible de la stigmatisation, en tout cas d'une partie du Cameroun, celle que va utiliser Amadou Ahidjo, celle que va utiliser Paul Biya. Amadou Ahidjo va surtout utiliser le volet politique, la répression et la résistance, enfin la répression contre la résistance anti-France. Paul Biya, lui, ce sera vraiment essentiellement la sécurisation de son pouvoir. Ce ne sera même pas une vision géopolitique, géostratégique, non. C'est une vision sécuriser sa mangeoire, point final, avec ses frères, bien manger et manger autant de fois que possible, manger même par-delà la mort. Quand vous entendez que des gens parlent du gouvernement en disant tel a mangé, c'est la conception que Paul Biya a voulu vous laisser de la politique camerounaise. Jean Lamberton écrit donc, je cite, le Cameroun s'engage sur la voie de l'indépendance avec dans sa chaussure un caillou bien gênant. Ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique, les Bamileke. Ah oui, hein, donc là c'est clair, c'est-à-dire ça ne souffre de rien, il n'y a aucune ambiguïté ici. Jean Lamberton dit le Cameroun s'engage dans l'indépendance avec dans sa chaussure un caillou bien gênant, et le caillou c'est le peuple Bamileke, dont il n'a pas fait d'à peu près, il a désigné immédiatement le coupable, il a désigné celui que les gens doivent détester, et vous savez là on est dans les années 60, la vérité sonne blanche, on est dans les années où comme c'est le blanc qui a dit il faut écouter, comme c'est le blanc qui a dit il faut croire, le blanc a dit que ce sont les Bamileke qui détruisent le Cameroun, les blancs ont dit que c'est l'ethnie Bamileke qui cause des problèmes au Cameroun, donc il faut détester les Bamileke, c'est un caillou dans la chaussure. Vous savez ce qu'on fait d'un caillou dans la chaussure. Imaginez un peu, faites une expérience de pensée, vous avez un caillou dans votre chaussure, comment vous faites avec ce caillou-là? Vous le secouez, vous secouez la chaussure, et comme ça le caillou tombe. C'est ce que Jean Lamberton a demandé aux gens de faire. Vous avez donc un caillou, débarrassez-vous des Bamileke, secouez la chaussure et jetez ce caillou-là à terre. Il ne s'est pas arrêté là. J'ai capté quelques extraits. Le discours de Jean Lamberton, vous le trouvez en version écrite, pour ceux qui veulent savoir où ça se trouve. Sur Internet, vous le trouvez en version écrite, donc vous pouvez le lire. Vous pouvez confirmer tout ce que je dis là. Vous pouvez aussi, je ne vais pas faire des recherches à votre place, essayez de regarder en ligne, même en ligne. Vous le trouvez. Tout est tout informatisé aujourd'hui, donc vous allez trouver. Il dit... Sans doute, le Cameroun est désormais libre de suivre une politique à sa guise et les problèmes du Bamileke sont du ressort du gouvernement, virgule, mais la France ne saurait s'en désintéresser. S'en désintéresser. S'en désintéresser. En France, non, oui. Je veux bien admettre que le Cameroun est dans une voie où ce sont les dirigeants eux-mêmes qui décident de la politique, de la ligne politique à suivre. Je veux bien que oui, c'est le gouvernement qui doit régler le problème des Bamileke. Mais la France ne va pas détourner le regard, la France ne va pas tourner le dos. La France aussi va garder un œil dessus et faire ce qu'il y a à faire. C'est ce qu'il dit quand il dit mais la France ne saurait s'en désintéresser. Donc, la France va vous aider à régler le problème Bamileke. C'est écrit dans les textes de Jean Lamberton, l'architecte du tribalisme d'État du tribalisme anti-Bamileke au Cameroun. Donc, en fait, ici, la France, c'est-à-dire la France affirme de manière mais claire, nette et sans bavure que jamais elle ne va laisser les révolutionnaires comme Ernest Wangé empêcher les soumis, comme Elie Milobe et ses grands-parents, empêcher de protéger ses intérêts. Elle ne va pas laisser les Wangé, les Félix Moumier, les Abel Kenyé, Abel Kingé, dont le vrai nom était Abel Kenyé, les Hossein Diafana et conseils. Elle ne va pas les laisser, elle ne va pas les laisser. Elle catalogue évidemment tous ces gens-là comme étant des Bamileke. Elle ne fait pas d'état d'âme. Et elle dit, nous, on va continuer de garder notre pied au Cameroun. On est certes parti, mais on a quand même laissé un pied là-bas et on va empêcher toute velléité d'indépendance réelle organisée par ce que nous avons identifié comme étant les Bamileke, dont la France a prévu de continuer de voler malgré les indépendances. Et on est en mars 1960. C'est donc pour ça que Alexandre Biyidi Awala, alias Mongo Betty, va écrire 12 ans plus tard le fameux
Nos amis du camp d'en face sont très actifs aujourd'hui. C'est la troisième interruption que nous avons en 2 heures. Nos amis tribalistes, nos amis de l'autre côté, ils sont très actifs. Continuez en tout cas de sécuriser la conférence. On ne va pas l'arrêter, évidemment. On va pas lâcher, on va pas s'arrêter. Mais vous voyez en fait le travail qui est fait de l'autre côté. C'est-à-dire, merci en tout cas à ceux qui écrivent Good Live. Nous allons poursuivre, nous n'allons pas lâcher. C'est les aléas. Ça, ce n'est rien comparé à ce qu'ont traversé Ernest Wangé et tous les autres. Ça, c'est rien. Ils ont payé de leur vie. Je ne sais d'ailleurs pas comment ils arrivent toujours à signaler ces conférences malgré tout ce beau monde qui est ici. Peut-être que vous ne faites pas assez bien votre travail, je ne sais pas. Mais vous voyez que l'ennemi ne dort pas. Ce travail de sensibilisation, il n'a l'air de rien, mais il est importantissime. Et au moins les réactions vous permettent de comprendre qu'il ne faut pas le négliger. Croyez-moi que la première fois que j'ai fait cette conférence sur le tribalisme, j'ai subi les mêmes interruptions. À plusieurs reprises, j'ai subi ces interruptions. C'est un sujet sensible, c'est un sujet qui se nourrit de la bêtise ambulante, c'est un sujet qui n'aime pas qu'on éveille les esprits. Vous voyez là, j'étais en train de vous citer des passages écrits, des gens qui avaient fabriqué, c'est-à-dire intentionnellement, un construit orienté vers la haine du Bamileke pour permettre à la France et ses valets locaux de continuer de piller les richesses du Cameroun. Et je disais que c'est pour ça donc que Mongo Betty écrit le livre Mamba sur le Cameroun. C'est-à-dire, et quand il écrit, vous avez donc ce cher Ferdinand Oyono qui préfère carrément écouter la France et interdire le livre. En plus de chasser Mongo Betty du Cameroun, interdire le livre Mamba sur le Cameroun, au lieu de s'intéresser plutôt au fait que tout ce que Mongo Betty dit dans le livre Mamba sur le Cameroun est absolument exact. La France insiste sur le problème Bamileke. Or, c'est la France le problème. Mongo Betty, dans son livre Mamba sur le Cameroun, montre à quel point c'est la France le problème, montre à quel point c'est la France le coupable, c'est la France qu'il faut chasser. Il montre comment la France prend les richesses du Cameroun, comment la France se sucre sur notre dos. Mais évidemment, les valets locaux qui agissent pour le compte du colon, eux, ils préfèrent museler leurs concitoyens pour les beaux yeux de la France plutôt que de chasser la France du territoire. Vous avez donc un ministre qui est censé représenter la culture, monsieur Ferdinand Oyono, mais voilà, lui, il chasse carrément quelque chose qui aurait permis aux Africains, aux Camerounais de s'éveiller et de constater ce qu'ils étaient en train de vivre et de constater que le combat de Ernest Wangé et des autres était tout à fait juste. Pendant que monsieur Elimbi Lobe dit que Ernest Wangé était un bandit, monsieur Mongo Betty, lui, 1 an après la mort de Ernest Wangé, en 72, publie le livre dans Mamba sur le Cameroun pour vous dire Ernest Wangé avait raison sur toute la ligne dans son combat. Et voici la preuve que son combat était juste. Ernest Wangé avait raison de dire que c'est la France qui vous vole. Voici les preuves, j'ai mis tout ça dans ce livre. Mais les valets locaux, ceux que la France a éduqués pour mater la résistance, ils se sont arrangés à empêcher la publication, empêcher la diffusion, empêcher même, la présence de Mongo Betty au Cameroun. On va le chasser, il va faire plusieurs décennies hors du Cameroun, ironiquement en France par ailleurs. Les colons ont ceci de sadique qu'ils créent une situation d'insécurité dans vos pays, mais ils vous donnent quand même le droit d'asile dans leur pays pour se donner une bonne couverture, une bonne conscience et donner l'impression qu'ils n'y sont pour rien. C'est d'ailleurs le cas encore aujourd'hui, c'est-à-dire nous vivons plus ou moins en exil dans les pays occidentaux qui sont pourtant en fait la cause de nos malheurs là-bas au pays. Mais comme ils nous accordent le droit d'asile, ils nous accordent la possibilité de rester chez eux, ça leur permet de garder une couverture d'humanisme, un manteau de gentillesse, un manteau de chaleur humaine où ils peuvent dire que oui, c'est dans votre pays qu'il y a les dictatures.